Donc, je donne la parole à Monsieur Yann Gallur, rapporteur de la Commission des lois constitutionnelles, de la législation, de l'administration générale et de la République. Madame la Présidente, Messieurs les Présidents, Madame, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, nous examinons aujourd'hui en seconde lecture le projet de loi relatif à la lutte contre la fraude fiscale et la grande délinquance économique et financière et le projet de loi organique relatif au procureur de la République financier. Comme l'a rappelé Madame la garde des Sceaux, nous n'avons pas réussi à nous mettre d'accord avec nos amis du Sénat en commission mixte paritaire fin juillet dernier et après avoir voté ce texte fin juin dernier, il revient donc en seconde lecture au sein de cette Assemblée nationale. Avant d'en venir à la présentation du texte adopté par la Commission des lois, je voudrais rappeler très brièvement quelques éléments de contexte de ces deux projets de loi. Faut-il encore le rappeler, mais je crois que grâce à notre travail collectif, de plus en plus de nos concitoyens en ont conscience, la fraude fiscale représente entre 40 et 80 milliards d'euros par an qui se soustrait aux caisses de l'État. Alors, une précision, puisque cela m'a été demandé à plusieurs reprises. Bien entendu, ce que nous appelons l'évasion fiscale concerne des concitoyens à nous qui vont déposer leur argent dans des paradis fiscaux et non pas les 2,5 millions de nos concitoyens qui légalement habitent à l'étranger. Mon collègue Pouria Amirchahi a à nouveau insisté auprès de moi et ainsi qu'Axel Lemaire qui est intervenu à plusieurs reprises sur cette question-là. Il faut bien faire la distinction entre l'évasion fiscale qui concerne des Français qui se soustraient à l'impôt et le nombre de nos concitoyens habitant à l'étranger qui, eux, payent leurs impôts soit dans le pays où ils habitent actuellement, soit encore en France selon les dispositions légales. Cette précision étant dite, je voudrais le dire solennellement, dans une période économique difficile que nous traversons et malgré le budget de justice que vient de présenter ou que va présenter Monsieur le ministre Bernard Cazeneuve dans les jours qui viennent, eh bien, se soustraire à l'impôt comme c'est le cas actuellement n'est plus acceptable au vu de l'état de nos finances publiques et je crois qu'il faut saluer la volonté du gouvernement de s'atteler à cette priorité qu'est la lutte contre la fraude et l'évasion fiscale. Nous allons, à travers ce texte et le rétablissement de celui-ci, et je vous appelle à rétablir une grande partie de ce qui avait été supprimé par le Sénat, nous allons enfin donner les moyens à la justice et aux services de police, aux services de douane, aux services d'enquête, eh bien d'avoir des moyens d'enquête pour être à la hauteur de l'enjeu. Et nous allons aussi, je vous le rappelle, mais ça a été expliqué à plusieurs reprises, nous allons durcir la législation en vigueur afin que ce délit ne soit plus considéré comme c'était parfois le cas, comme un délit accessoire, un délit annexe, un délit tolérable. Aujourd'hui, il ne peut plus y avoir de tolérance sur l'évasion fiscale dans notre pays. Alors, la prise de conscience, elle se fait bien sûr en France, mais elle se fait, je le dirais, aussi au niveau international, mondial. Et vous le savez, le gouvernement français a donné des fortes impulsions en cette direction, notamment à l'OCDE au mois de novembre 2012, au Conseil européen du 22 mai 2013, où le président de la République avait insisté pour que cette question de la fraude fiscale soit à l'agenda européen, ou encore lors du G8 de juin 2013, où tous les États se sont engagés sur la voie de l'échange automatique d'informations, qui est l'une des solutions au niveau européen et mondial pour répondre à cette fraude fiscale. La lutte contre la corruption est un autre domaine dans lequel des évolutions internationales très positives sont en cours. Ainsi, lors de la déclaration finale du dernier G20, tenue à Moscou au début du mois, il a été réaffirmé l'importance capitale de la lutte contre le fléau de la corruption et il est prévu de soutenir l'adoption au sein de l'OCDE de règles internationales plus contraignantes pour les États et je sais, Madame la Ministre, que vous y êtes particulièrement attachée. Dans ce contexte international favorable à la lutte contre la fraude et l'évasion fiscale et contre la corruption, la France doit, comme je l'ai indiqué, donner plus de vigueur, plus d'efficacité à son droit interne.
En renforçant les sanctions pénales, en donnant des moyens supplémentaires à nos forces de l'ordre, eh bien, nous allons pouvoir éradiquer ce fléau. Alors, je vais revenir maintenant à la présentation du texte adopté par la Commission des lois. Avant de présenter rapidement les modifications adoptées par la Commission des lois, je veux souligner le fait que, sur un grand nombre de dispositions du projet de loi, les positions de l'Assemblée nationale et du Sénat ont convergé, puisque nous retrouvons les mêmes positions sur 30 des 63 amendements, notamment sur l'aggravation des peines du délit de fraude fiscale aggravée et la création d'un délit de fraude fiscale en bande organisée, l'application du statut de repenti en matière de corruption, de blanchiment et de fraude fiscale, la possibilité de porter les peines encourues par les personnes morales à 10% de leur chiffre d'affaires en matière correctionnelle et 20% en matière criminelle, l'aggravation des peines encourues pour des faits de corruption, la création d'un délit d'abus de biens sociaux aggravé, la protection des lanceurs d'alerte à l'article 9 septis, dont le Sénat a approuvé le principe, mais a modifié un petit peu la portée et je vous proposerai qu'on revienne dessus. Mentionnons également les articles sur les saisies et confiscations, tous adoptés conformes, la création d'un registre des trusts introduite à l'initiative d'Éric Alauzet, notre collègue, l'encadrement de la politique transactionnelle de l'administration fiscale, enfin, l'encadrement des prix de transfert, dispositif que notre Assemblée avait voté à l'initiative de Sandrine Mastier et Karine Berger. Par ailleurs, le Sénat a complété le projet de loi par 17 nouveaux articles destinés à renforcer les moyens d'action des administrations fiscales et douanières, dont certains sont parfaitement compatibles avec le texte adopté par l'Assemblée nationale et que la Commission a conservé, le cas échéant, en améliorant leur rédaction. Cependant, et sans remettre en cause ni l'utilité ni l'importance des articles votés par le Sénat, les positions de nos deux assemblées étaient très éloignées sur les articles qui constituaient le cœur même des textes proposés par le gouvernement et adoptés par l'Assemblée nationale, ce qui explique l'échec de la commission mixte paritaire. Pour moi, il y avait entre nos deux textes 4 points de divergence majeure. La première divergence porte sur l'article 1er qui prévoit la possibilité pour les associations de lutte contre la corruption de se constituer partie civile. Le Sénat a supprimé cet article en invoquant une possible privatisation de l'action publique. La position du Sénat me paraît difficilement compréhensible s'agissant de faits dont la dénonciation est rarissime car ils ne font pas de victimes directes ou alors des victimes qui s'ignorent. De plus, la défiance exprimée à l'égard des associations anticorruption existantes me paraît totalement infondée, car elles accomplissent un travail de très grande qualité pour sensibiliser l'opinion publique au phénomène de la corruption et pour promouvoir la probité des agents publics et des élus. La Commission a donc très logiquement rétabli l'article 1er dans le texte adopté par l'Assemblée nationale en première lecture. La deuxième divergence, et elle est importante, vous l'avez souligné, Madame la Ministre, portait sur la création du procureur de la République financier. Le Sénat a rejeté cette création et l'a remplacée par une extension des compétences du parquet du tribunal de Paris. Le défaut de la solution adoptée par le Sénat est qu'elle ne répondait ni à la nécessité d'une autonomie des moyens dédiés à la lutte contre la fraude fiscale et à la grande délinquance, ni aux besoins d'incarnation de la lutte contre cette délinquance, à la différence du texte proposé par le gouvernement et adopté par notre Assemblée. Il ne s'agit pas ici de personnifier de façon excessive une fonction judiciaire, comme notre collègue M. Fenex a pu l'exprimer en commission, une crainte, mais de faire du procureur financier le responsable national de la lutte contre la fraude fiscale complexe et la grande délinquance économique et financière, et de permettre qu'il soit l'interlocuteur privilégié des autorités judiciaires européennes et du futur procureur européen. La Commission a donc rétabli le texte de l'Assemblée, instituant le procureur financier, en reprenant toutefois une modification qui avait été introduite par la Commission des lois du Sénat concernant les modalités de désignation des magistrats. La troisième divergence porte sur la possibilité de recourir aux techniques spéciales d'enquête en matière de fraude fiscale en bande organisée et de grande délinquance économique et financière, ainsi qu'en matière d'abus de biens sociaux aggravés. Le Sénat avait supprimé l'article 16 qui prévoyait cette possibilité. La Commission a rétabli cette possibilité qui est indispensable pour que la justice puisse agir efficacement contre une délinquance qui s'est considérablement complexifiée et internationalisée. Enfin,
La quatrième divergence entre l'Assemblée et le Sénat portait sur la possibilité pour les administrations fiscales et douanières de se fonder sur des preuves d'origine illicite dans le cadre de redressement et ou d'enquêtes administratives. Le Sénat avait fortement restreint la portée du texte adopté par l'Assemblée nationale au point de le priver d'une bonne partie de son intérêt. Sur la proposition de Madame Mastier au nom de la Commission des finances, la Commission a rétabli le texte de l'Assemblée sur ces différents articles. Voilà, mes chers collègues, très brièvement présenté le texte qui vous est aujourd'hui soumis sur ces deux projets de loi que je vous demanderai d'adopter pour poursuivre et consolider les efforts accomplis depuis plus d'un an à l'initiative du Président de la République et du Gouvernement en vue de redresser nos comptes publics et de rétablir la justice fiscale dans notre pays. Je vous remercie. Merci.